48 heures pour céder 5 ou 6 milliards, ce compte à rebours brutal enferme un pays entier dans une équation qui ressemble d'abord à un simple ajustement de dette. Derrière ces deux chiffres, pourtant, se dessine une menace directe pour la souveraineté du Burkina Faso, scrutée comme une variable à maîtriser. Comment les citoyens peuvent-ils se projeter dans l'avenir quand Ibrahim Traoré doit décider en quelques lignes de télégramme s'il faut livrer l'or ou assumer le risque de l'isolement? À partir de là, chaque minute recompose silencieusement l'équilibre d'une région entière. Dans cette affaire où un télégramme secret déclenche un choc diplomatique inattendu, la promesse faite au public est claire. Dévoiler comment un ultimatum présenté comme un simple réajustement comptable peut transformer le Burkina Faso en épicentre d'une crise qui dépasse largement les cadres habituels des Burkina Faso News. Comprendre cette séquence, c'est discerner les mécanismes dissimulés derrière une décision imposée en 48 heures, un délai si serré qu'il encapsule à lui seul le risque majeur. Une nation sommée de choisir entre céder ses ressources ou assumer une rupture aux conséquences incalculables, une tension que beaucoup tentent encore de réduire à un conflit de chiffres. Pour le lecteur, l'intérêt se situe précisément dans ce décalage, car l'enjeu principal tient à la manière dont une contrainte financière apparemment technique devient un test de souveraineté capable d'altérer l'équilibre du Sahel. Et une interrogation persiste, agissant comme un rappel constant. Que révèle réellement un ultimatum lorsqu'il expose les lignes de fracture d'un système prétendument stable? Deux chiffres, 5 et 6 milliards, suffisent à faire basculer un télégramme en menace stratégique et la fuite du document, survenue à l'aube du 12 août, révèle en moins de 20 minutes l'ampleur d'une confrontation dont nul n'avait anticipé la vitesse. Ce mini-révélateur éclaire immédiatement un point crucial. La pression exercée sur le Burkina Faso ne concerne pas uniquement une dette, mais un levier géopolitique destiné à forcer un transfert de réserves ou un paiement immédiat. Derrière ces 4 pages marquées du sceau du G7 s'installe un décor déjà sous tension depuis plusieurs mois. Une cellule de géologues burkinabés, opérant dans la discrétion absolue et épaulée par des experts étrangers, a identifié un gisement important dans le nord du pays. Lorsque les satellites français détectent des anomalies d'activité, les chancelleries occidentales déclenchent leurs alertes internes. Ce qui n'était jusqu'alors qu'un territoire perçu comme périphérique devient soudain un espace incontrôlable dans un système où les ressources minières servent fréquemment de levier diplomatique. C'est dans cette atmosphère que la figure d'Ibrahim Traoré entre en scène non comme une icône, mais comme l'acteur placé au centre d'un engrenage dont chaque composante pèse sur la souveraineté nationale. Le télégramme, la menace explicite, l'absence de marge de négociation, et derrière chaque ligne, une injonction implicite, céder ou s'isoler. Parallèlement, les marchés londoniens réagissent avant même que la presse africaine n'évoque la fuite, tandis que les analystes du FMI redoutent un choc monétaire imminent. Dans les rues de Ouagadougou, les rumeurs circulent vite. Un mélange de prudence et de fierté s'installe. Un pays enclavé et longtemps traité comme aligné pourrait, contre toute attente, remettre en cause une logique vieille de plusieurs décennies. Ce climat reflète une question que nul ne peut éluder. Que se passe-t-il lorsqu'un État réputé prévisible refuse un ordre présenté comme inévitable ? À partir de là, la crise change de nature. L'enjeu passe d'un bras de fer technique à une confrontation ouverte où chaque décision recompose silencieusement le rapport de force régional. Pour saisir les premières répercussions de l'ultimatum, il faut suivre celles et ceux qui en subissent les effets immédiats. Ingénieurs, responsables miniers, agents administratifs, projetés dans une situation où chaque geste semble soudain chargé d'une portée inhabituelle. Dès les heures suivant la fuite du télégramme, les directeurs des sites reçoivent des instructions inhabituelles, suspension partielle des extractions, verrouillage des serveurs techniques, contrôle renforcé des accès routiers. Ces mesures, en apparence purement logistiques, constituent en réalité le premier acte d'un repositionnement stratégique qui dépasse largement le cadre opérationnel. Dans l'ouest du pays, un chef d'équipe raconte comment les machines ont été stoppées quelques minutes après l'annonce radiophonique de l'ultimatum. La surprise s'est muée en un silence dense, presque solennel, avant de laisser place à une vigilance déterminée. Pour ces ouvriers,
Les mines représentent plus qu'un centre de production. Elles forment la zone où se matérialise l'impact concret d'un affrontement que beaucoup considéraient jusqu'alors comme abstrait. Rien pourtant ne bascule dans la panique. L'ensemble se transforme en une attente structurée, comme si chacun sentait que la réponse politique influerait directement sur les journées à venir. Dans les universités, la dynamique diffère, mais reflète la même intensité. Des cercles de discussion improvisés rassemblent étudiants et enseignants autour des risques d'isolement diplomatique, des possibilités régionales émergentes et du sens réel de la souveraineté. Certains voient dans cette séquence la perspective d'une rupture historique. D'autres y lisent une menace lourde pour l'équilibre national. Tous reconnaissent cependant que le moment présent dépasse les cadres académiques habituels. Ce panorama des premiers acteurs révèle une idée simple. Avant même les décisions officielles, le pays s'est déjà mis en mouvement. Le déclencheur survient à 6 heures du matin, presque imperceptible pour quiconque n'observe pas les réseaux techniques de l'État. Dans les locaux du ministère des Mines, des techniciens remarquent une hausse inhabituelle des requêtes étrangères sur les bases de données d'exploitation. Un afflux soudain, trop précis pour être accidentel. 30 minutes plus tard, les connexions sont restreintes. À 7 heures, un ordre tombe, court et sans ambiguïté. Isoler les serveurs, couper les accès distants, verrouiller les registres d'exportation. À ce stade, rien n'est encore visible pour l'extérieur, mais le pays vient d'entrer dans un protocole d'urgence rarement utilisé. À 8h30, un message confidentiel circule parmi les hauts responsables. Clarification rapide, exigée par plusieurs États occidentaux au sujet de la situation minière. Le ton se veut poli, mais la pression est évidente. À 9h, l'armée reçoit l'instruction de sécuriser les routes menant au principal site où le gisement récemment identifié pourrait se trouver. Les barrages se déploient dans silence, dans un mouvement qui, sans effusion, modifie déjà la géographie du pouvoir. Rien dans cette séquence ne ressemble encore à une crise ouverte. Pourtant, la confrontation s'installe pierre après pierre. Le climax intervient à midi. Les forces spéciales, une unité formée discrètement au cours des derniers mois, sont déployées pour protéger plusieurs installations minières. Aucun insigne, aucun drapeau, seulement une directive claire, presque austère. Il s'agit d'empêcher toute ingérence extérieure et de garantir que l'infrastructure stratégique reste sous contrôle national permanent. À cet instant précis, le Burkina Faso cesse d'être réactif, il devient proactif. Cette bascule porte la marque d'Ibrahim Traoré, dont la ligne directrice apparaît dans la cohérence de l'opération. Ne pas attendre le choc, mais redessiner le champ de confrontation avant qu'il n'éclate. Dans les rues de Ouagadougou, les signaux se multiplient. Les radios communautaires relaient des analyses hésitantes où se mêlent inquiétude, prudence et une forme de fierté contenue. Les commerçants échangent sur l'impact possible des tensions, les chauffeurs de taxi commentent l'attitude des puissances étrangères, les cafés bruisent de versions contradictoires mais convergent toutes vers une même idée. Et si cette fois, le pays refusait vraiment ? Le thème n'est plus seulement la dette, c'est la dignité, la mémoire des décennies de dépendance et la possibilité, fragile mais réelle, de réécrire les règles. À Paris comme à Washington, la décharge institutionnelle s'enclenche. Réunion d'urgence, analyse express des flux monétaires, évaluation sur les risques de contagion régionale, les capitales occidentales constatent que l'ultimatum n'a pas paralysé le pays. Il a déclenché un repositionnement politique imprévu, difficile à recalculer dans les modèles habituels. Les chancelleries africaines, elles aussi, s'interrogent sur les effets d'un précédent potentiellement inspirant. La journée bascule définitivement en fin d'après-midi. Une brève coupure de quelques secondes assombrit les écrans de la télévision nationale. À la reprise de l'image, Ibrahim Traoré apparaît, dossier en main, voix calme, attitude maîtrisée. Il annonce que le Burkina Faso ne cédera pas. La phrase se répand en moins d'une heure à travers les villes, les villages et les réseaux. À partir de cet instant, il ne s'agit plus d'un épisode isolé, mais d'une confrontation ouverte entre une nation qui choisit de tenir sa ligne et des puissances persuadées qu'elles n'oseraient jamais le faire. Le premier signal à considérer est le suivant. Le deuxième bloc porte sur les revenus domestiques, un signal beaucoup plus inattendu pour les observateurs extérieurs. Il double en 3 mois, une progression rapide qui surprend les analystes internationaux
habitués à des évolutions plus graduelles. Seul écart observé positif provient de la disparition des commissions étrangères prélevées sur la chaîne minière, une part considérable de la valeur qui auparavant quittait systématiquement le pays. Sans ces sorties de capitaux, les recettes se concentrent à l'intérieur du Burkina Faso, alimentant directement le budget public. Pour les partisans de la ligne défendue par Ibrahim Traoré, ce phénomène constitue une preuve tangible qu'une stratégie de souveraineté économique peut produire des effets visibles à court terme, même si elle s'accompagne de tensions diplomatiques. Les économistes africains qui soutiennent cette approche y voient une réappropriation partielle des flux de valeur, là où d'autres y perçoivent plutôt une instabilité future. Le troisième ensemble chiffré concerne les 2 milliards de dollars nets enregistrés avant la rupture, comparé aux 2,4 milliards relevés 6 mois plus tard. L'écart observé, relativement modeste mais significatif, s'explique par la redirection progressive des transactions internationales, notamment grâce à l'usage combiné du yuan numérique et du BF Coin dans certaines opérations. Ce glissement réduit la dépendance au dollar, un mouvement confirmé par un chiffre qui surprend les analystes, 62% des paiements extérieurs ne passent plus par la devise américaine à ce stade. Cette recomposition ne signifie ni victoire ni immunité, elle indique une marge de manœuvre élargie malgré des pressions persistantes. Les rapports confidentiels mentionnent également la stabilité du système bancaire local, une évolution qui contredit les prédictions initiales de crise systémique. Pris ensemble, ces trois blocs chiffrés ne forment ni un triomphe clair, ni un avertissement définitif. Ils décrivent plutôt une économie en mutation, capable de supporter les premiers contre-coups d'une décision que beaucoup jugeaient insoutenable. Pour ceux qui suivent la trajectoire du pays, ces données ne révèlent pas une voie sans risque, mais elles montrent que le Burkina Faso n'a pas subi l'effondrement annoncé. Elles éclairent un point essentiel de la stratégie portée par Ibrahim Traoré, transformer un acte de résistance en un rééquilibrage économique progressif. La première lecture, largement relayée par plusieurs analystes financiers occidentaux, affirme que le Burkina Faso s'est engagé dans une voie périlleuse. Selon eux, l'isolement diplomatique fragilise les capacités d'importation, ralentit la modernisation industrielle et accroît la vulnérabilité énergétique. Ils citent la baisse de 12% des réserves de change, la difficulté accrue à acquérir certaines machines spécialisées et la montée du coût énergétique pour démontrer que la décision politique, même portée par une logique souverainiste, pourrait générer une contraction durable de l'économie. Dans cette perspective, la hausse des revenus domestiques ou la stabilité apparente du système bancaire ne suffisent pas à compenser le risque structurel créé par des sanctions organisées et par une dépendance technologique encore forte vis-à-vis de partenaires extérieurs. Face à cette analyse, une seconde lecture, plus présente dans les milieux économiques africains, propose une interprétation presque inverse. Pour ce courant, les tensions sur l'énergie, les lenteurs logistiques ou la baisse temporaire de production représentent des cicatrices nécessaires, symptômes d'une réorientation profonde. Les experts de cette école rappellent que plusieurs décennies de dépendance ont façonné une structure où l'essentiel de la valeur minière quittait le continent. Ils insistent sur 3 éléments: la disparition des commissions étrangères, le maintien de la stabilité bancaire locale et la progression des revenus internes. À leurs yeux, ces signaux témoignent non d'un effondrement en cours, mais d'un repositionnement encore fragile, certes, mais cohérent avec une volonté de rééquilibrage régional plus large. Ce n'est pas l'isolement qui domine leur analyse, mais la tentative assumée de redéfinir les flux économiques. La réponse la plus solide, lorsqu'on confronte les deux argumentaires, réside dans une zone intermédiaire qui s'appuie strictement sur les données observables. Oui, le pays souffre de ralentissement, de tensions énergétiques et d'incertitudes diplomatiques. Oui aussi, les chiffres montrent une résilience inattendue, un écart observé positif dans les revenus domestiques, une transition monétaire en cours et un système bancaire qui n'a pas flanché malgré les pressions annoncées. Ce croisement de perspectives révèle une trajectoire ni triomphante ni catastrophique, plutôt un état de transition où chaque indicateur doit être lu à la fois comme fragilité et comme levier potentiel. Un basculement silencieux s'opère. Le moment charnière apparaît lorsque plusieurs États du Sahel, longtemps prudents face aux pressions internationales,
commencent soudain à aligner leurs décisions économiques et sécuritaires sur celles du Burkina Faso. Ce mouvement, d'abord discret, se matérialise par une aide logistique venue du Niger, par des conseillers militaires dépêchés par le Mali et par un soutien aérien proposé par la Guinée, créant un début de front régional inattendu. À partir de cet instant, la dynamique échappe aux prévisions des chancelleries occidentales. Ce qui semblait un bras de fer isolé devient une recomposition stratégique. Simultanément, sur les réseaux panafricains, la figure d'Ibrahim Traoré gagne en visibilité, non comme icône unanimement célébrée, mais comme point d'appui pour ceux qui contestent l'idée qu'un ultimatum financier doive dicter l'avenir d'un État souverain. Les débats s'élargissent. S'agit-il d'un acte de défi ou d'une tentative sérieuse de redéfinition des hiérarchies économiques et régionales ? L'effet cumulatif de ces signaux constitue la véritable révélation du milieu d'histoire. Le pays n'est plus seul et le rapport de force que les grandes puissances croyaient stable devient soudain plus imprévisible qu'annoncé. Les conséquences du refus burkinabé apparaissent d'abord au niveau des ménages, là où les tensions se matérialisent le plus vite. Dans les quartiers de Ouagadougou comme dans les petites villes du Nord, les familles constatent la hausse du prix de certains produits importés et la lenteur accrue des approvisionnements. Pourtant, parallèlement à ces contraintes, un phénomène inattendu se développe. Des radios communautaires diffusent en continu les messages officiels, des comités locaux s'organisent autour de l'autonomie alimentaire et des ateliers citoyens discutent de la souveraineté économique. Cette période est vécue non comme une simple épreuve, mais comme une transition dans laquelle chacun tente de trouver sa place, même dans l'incertitude. Le deuxième ensemble d'impacts concerne les entreprises, dont la trajectoire se transforme aussi profondément. Les mines autrefois contrôlées par des firmes étrangères voient émerger de nouvelles équipes de gestion locale. Des ingénieurs burkinabés obtiennent leurs premiers contrats liés à la sécurisation et à la maintenance des sites. Certains acteurs industriels affrontent un coût énergétique plus élevé et des délais d'importation étirés, mais l'espace économique s'ouvre à une dynamique interne jusque-là difficilement accessible. Cette mutation n'efface pas les fragilités, mais crée un environnement où les décisions nationales reconfigurent directement les opportunités. Plusieurs entrepreneurs évoqués dans les analyses régionales parlent d'une période rude, mais fondatrice. Sur le plan institutionnel, les structures de l'État connaissent une transformation encore plus visible. Le verrouillage numérique des données minières, la sécurisation militaire des routes stratégiques et la nationalisation progressive des opérations forment un socle nouveau pour l'appareil administratif. Les revenus domestiques accrus alimentent un budget public renforcé, dont une partie est dirigée vers les infrastructures, l'agriculture et la défense. Les pressions diplomatiques persistent, mais les rapports confidentiels soulignent la stabilité inattendue du système bancaire, ce qui contredit les. Dans cette hypothèse, enfin, l'impact régional, sans doute le plus inattendu, crée une recomposition stratégique en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger et la Guinée renforcent leur coopération avec le Burkina Faso. Au-delà des déclarations symboliques, des discussions émergent autour d'un marché commun de l'or, d'une circulation accrue des matières premières et de projets énergétiques partagés. Plusieurs analystes mentionnent l'idée d'un effet domino Sahel, alimenté par la capacité du Burkina Faso à résister sans imploser. Cette dynamique modifie les équilibres existants et redéfinit les alliances traditionnelles. Pour certains observateurs, la centralité nouvelle du pays marque un tournant dans la manière dont la région perçoit les injonctions extérieures. Ces 4 dimensions, ménage, entreprise, institution, région, composent un paysage qui dépasse largement le cadre immédiat de l'ultimatum. Elles révèlent un mouvement de fond où les choix stratégiques, les tensions quotidiennes et les aspirations collectives s'entremêlent pour produire une reconfiguration encore en cours. Dans les mois qui suivent, l'évolution du Burkina Faso dépendra de 3 dynamiques mêlées: la capacité interne à stabiliser l'économie, la pression exercée par les puissances extérieures et le degré de cohésion régionale.
aucun chemin n'est garanti, chacun repose sur les données déjà observables, sans extrapolation hasardeuse. Dans une première éventualité, dans cette hypothèse, le pays parvient à maintenir un équilibre fragile malgré la pression. Les revenus miniers, renforcés par la disparition des commissions étrangères, continuent d'alimenter les investissements publics. La transition monétaire, fondée sur la coexistence entre monnaie numérique extérieure et outils internes, progresse lentement, sans provoquer de rupture brutale dans les transactions. Les infrastructures, l'agriculture et l'énergie reçoivent des fonds supplémentaires permettant d'amortir les délais d'importation et les surcoûts qui pèsent encore sur plusieurs secteurs. La région du Sahel, déjà en mouvement, consolide des formes de coopération pragmatique autour du Burkina Faso. Dans une perspective plus favorable, ici la solidarité émergente entre le Mali, le Niger, la Guinée et le Burkina Faso prend une dimension pleinement stratégique. Des mécanismes communs de circulation des ressources, des projets énergétiques partagés et une coordination accrue des politiques minières s'installent progressivement. Les entreprises locales bénéficient d'un espace élargi, soutenu par les investissements publics et par la réorientation des flux économiques internes. Dans cette trajectoire, le pays occupe un rôle pivot, non par puissance isolée, mais par sa capacité à fédérer des modèles alternatifs. Dans une situation plus délicate, dans ce cas, les sanctions occidentales augmentent, compliquant les flux financiers et ralentissant davantage les importations essentielles. Les tensions énergétiques s'intensifient, la production minière souffre et certains secteurs industriels peinent à maintenir leur activité. Le système monétaire interne rencontre des difficultés de reconnaissance, ce qui fragilise les transactions internationales. Le mécontentement social croît, alimenté par les inégalités et les contraintes quotidiennes. Cette voie ne prédit pas un effondrement certain, mais elle illustre la vulnérabilité d'un pays soumis à des pressions organisées et à un environnement mondial défavorable. Au-delà de ces trois, dans cette hypothèse, au-delà des mécanismes économiques et des luttes diplomatiques, la crise trouve un écho particulier dans trois groupes qui composent une grande partie du public africain. Chacun perçoit différemment les effets de la rupture, mais tous comprennent que ce moment dépasse largement le cadre d'un ultimatum financier. Le premier groupe est celui des jeunes urbains, dont l'attention se cristallise autour de la souveraineté, de la redistribution et de la place réelle de l'Afrique dans l'économie mondiale. Dans les universités, les bibliothèques et les centres culturels, des discussions émergent autour de la possibilité de modèles alternatifs, moins dépendants des structures extérieures. Pour cette génération, l'épisode burkinabé agit comme un révélateur. Un pays peut affirmer sa trajectoire même lorsqu'il semble vulnérable. Le deuxième groupe est constitué des travailleurs des secteurs essentiels, qui ressent dans la transition de manière directe. Le coût des imports, les retards d'approvisionnement et les risques liés à la réorganisation minière influencent leur journée. Pourtant, beaucoup expriment une résilience prudente. Ils observent les investissements nouveaux dans les infrastructures, les efforts de stabilisation énergétique et les initiatives locales relayées par les radios communautaires. Leur préoccupation principale demeure la stabilité, mais ils comprennent aussi que ce moment pourrait refonder la manière dont la valeur est créée et partagée dans le pays. Enfin, la diaspora, dispersée entre l'Europe, les Amériques et d'autres pays africains, suit l'évolution avec une attention soutenue. Pour elle, la tension dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle touche à une question plus large, celle de la capacité d'un État africain à redéfinir son rapport au système économique mondial. Certains y voient une inspiration, d'autres un pari risqué, mais tous reconnaissent que cette crise crée un précédent observé bien au-delà du Sahel. Ces trois regards rappellent que les enjeux ne se limitent pas à un télégramme. Ils façonnent la manière dont les peuples se projettent dans leur avenir collectif. Construire une stabilité durable exige plus qu'un sursaut politique. Il faut une méthode précise, articulée autour de décisions capables de transformer l'élan initial en structure pérenne. Dans cette perspective, 5 axes déjà perceptibles dessinent une feuille de route que plusieurs responsables burkinabés évoquent dans les documents internes, et qui s'alignent avec la ligne stratégique soutenue par Ibrahim Traoré. Pour commencer, sécuriser les ressources. Le verrouillage numérique des données minières et la présence renforcée des forces spéciales autour des sites critiques constituent le socle de la stratégie. L'objectif est clair,
empêcher toute interférence extérieure et garantir que la valeur créée ne puisse plus être déroutée via des mécanismes opaques. Ensuite, stabiliser l'économie interne. Avec l'augmentation des revenus domestiques liés à la disparition des commissions étrangères, le gouvernement réoriente les fonds vers les secteurs agricoles, énergétiques et infrastructurels. Cette démarche vise à réduire les dépendances tout en consolidant des emplois ancrés localement, puis transformer le paysage énergétique. Le projet Sahel Power, mentionné par plusieurs acteurs publics, ambitionne de diversifier l'approvisionnement via le solaire et la géothermie. Cette transition doit diminuer la vulnérabilité liée aux importations coûteuses et stabiliser l'accès à l'électricité. Par ailleurs, renforcer l'intégration régionale. La coopération émergente avec le Mali, le Niger et la Guinée ouvre la voie à un espace économique coordonné. La vision défendue par Ibrahim Traoré repose sur l'idée que la résilience du Sahel dépend d'une action collective plus que de stratégies isolées. Enfin, consolider la justice sociale. Réformes éducatives, autonomie communautaire et contrôle accru des flux miniers visent à ce que la transition profite réellement aux populations. L'enjeu n'est pas seulement économique, mais aussi social et politique. Ensemble, ces 5 axes forment un cadre exigeant mais cohérent où chaque décision participe à la construction d'un modèle plus stable. Dans les premières heures de la crise, un détail avait marqué les témoins, le silence lourd qui s'était abattu sur les mines lorsque les machines furent stoppées, comme si le pays retenait son souffle en attendant un signal venu d'en haut. Ce même silence réapparaît aujourd'hui comme un motif central, non plus comme une inquiétude, mais comme le moment où une nation a choisi de se rassembler autour d'un même refus. Dans les gestuels des ouvriers, dans les débats improvisés des étudiants, dans les messages des radios communautaires, cette suspension du bruit raconte désormais une détermination collective. Dans les rues de Ouagadougou, les graffitis qui se multiplient ne célèbrent pas une victoire, mais une dignité tenue malgré les pressions. Ils rappellent que le choix d'un pays ne se mesure pas seulement aux chiffres ou aux menaces, mais à la cohérence d'un peuple décidant de ne pas renoncer à lui-même. Le visage d'Ibrahim Traoré, souvent évoqué dans les discussions publiques, incarne cette ligne soutenue malgré les risques, non comme un mythe, mais comme le reflet d'un engagement partagé. Et dans ce calme revenu après les secousses, une phrase s'impose. La dignité ne se négocie jamais. À la fin de cette traversée marquée par des pressions, des choix difficiles et une recomposition régionale inattendue, un constat s'impose. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse un simple ultimatum financier. La crise a révélé des fragilités, mais aussi une volonté collective de redéfinir la place d'un pays dans un système qui semblait figé. Au-delà des institutions et des chiffres, ce sont les voix de ceux qui vivent dans cette transformation, ouvriers, étudiants, commerçants, membres de la diaspora, qui donnent sa substance à ce moment singulier. Raconter cette histoire, c'est offrir un espace où chacun peut réfléchir à ce que signifie protéger ses ressources, défendre une souveraineté ou imaginer un modèle plus juste. Aucune voie n'est garantie, et chaque nation trace son chemin selon ses forces, ses contraintes et son histoire.